Montmeg était une usine à consommer du nègre qui a eu un rythme effrayant. Près des 2 tiers de la population étaient nés en dehors de la colonie. C'est-à-dire que les gens ne duraient pas. Un esclave, tout juste plongé dans l'enfer des ateliers, des manufactures, accusait une durée d'existence qui n'excédait pas 10 ans. Au-delà de 10 ans, on mourait. Il y avait pas mal de colons quasiment détraqués, comme Caradeux ou encore Madame Chancy, qui faisait rôtir son esclave son esclave cuisinier parce que ce dernier n'avait pas réussi à son goût le rôti. L'esclave, souvent, se confondait avec une des pièces de la machine et à trop placer les fagots dans le moulin, le bras parfois était pris dans le moulin. Et le commandeur était là, il fallait très vite résoudre le problème. On lui sectionnait le bras pour ne pas perturber le travail, pour ne pas troubler le travail. Et souvent, c'était la crise cardiaque. Et quand il parvenait à s'échapper, à survivre, c'était une loque humaine. Ce tableau représente un marché d'esclaves. Nous pouvons voir ici la table des vendeurs et tout ça. Et ici, les acheteurs qui sont en train de vérifier le produit, hein? Le bois d'ébène. Le bois d'ébène. C'était ça. On était des marchandises, on n'était pas des gens. Hein? On était comme des mulets ou des chevaux. Pour le développement et des villes occidentales telles que Nantes, Bordeaux et tout ça. En France, c'était la machine. La machine pour couper la canne, pour faire le sucre. On était en train d'acheter les pièces détachées. Il ne faut jamais oublier que quand on se promène sur les quais de Bordeaux ou de Nantes, ou même lorsqu'on se promène dans certains quartiers de Paris, le Faubourg Saint-Germain par exemple, que toutes ces belles maisons, toutes ces belles façades n'ont été possibles que parce que, dans des bateaux un peu semblables à celui-ci, on transportait des hommes, des femmes et des enfants qui n'avaient pas demandé à voyager et qui résistaient contre l'esclavage. Ça ne faisait pas vivre que les armateurs négriers, ça ne faisait pas vivre que les planteurs, ça faisait vivre tout un système, un Français sur 8, au point que quelqu'un a pu s'exclamer devant le roi à Versailles « Sire, votre cour est créole ». Tout le monde était concerné. On ne peut pas raconter l'histoire de France entre 1635 et 1850 sans évoquer l'esclavage. Or, la partie de cette histoire qui concerne l'esclavage est réduite au minimum. On y fait allusion, mais d'une manière telle que personne n'y comprend rien. La preuve, c'est que les Français ne le savent pas. Quand on parle d'esclavage en France, on pense à la case de l'oncle Tom, on pense aux Américains, on ne pense pas aux Français. Peu de gens qui se rendent compte que les 8 millions d'Haïtiens d'aujourd'hui sont les descendants directs de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants que les bateaux de Nantes, de Bordeaux, de La Rochelle, de Dunkerque, de Honfleur, de Marseille, de Bayonne ont transportés là-bas, dans des conditions effroyables. C'est moi seul homme qui a fait tout ça, tout qui est faut qu'il faut faire le seul homme. Et quel que soit mon nom. C'est neuf départements pays a été réunis en fait. C'est ici, à Bois-Caïman, donc sur la place Normand-le-Mézy, qu'a eu lieu la cérémonie dite du Bois-Caïman, qui a eu lieu en 1791, le 24 août, dans la nuit du 23 au 24 août. Et au cours de cette cérémonie, les esclaves se sont réunis sous la direction de Boukman pour décider de leur sort. La cérémonie a eu lieu autour de cet arbre. Cet endroit a été tenu secret des esclaves. Les maîtres ne savaient pas qu'ils étaient là.
Et ces esclaves, donc, au cours de cette cérémonie, ont donc chacun, en buvant un peu du sang de cochon qu'ils ont égorgé, ont bu du sang. Et il y a eu l'union de tous les esclaves. Donc c'est dans les esprits et dans les cœurs, la révolution a commencé ici. Voici une première trace, un vestige de cette époque où Haïti s'appelait encore Saint-Domingue. Malgré les guerres, les incendies et les tremblements de terre, cet arbre autour duquel s'étaient réunis les esclaves en 1791 est toujours là. Mais je n'ai toujours pas trouvé de traces concrètes de Toussaint Louverture. Était-il présent à cette cérémonie du bois caïman? En était-il un des organisateurs? Et quel était son visage, son allure? On dit que c'était un homme de petite taille, qu'il était même chétif. Et pourtant, on sait aussi qu'il a connu une ascension exceptionnelle, qu'en 10 ans, il est devenu général de l'armée française et gouverneur de la colonie où il avait été esclave. Je me suis ensuite rendu au musée d'art haïtien de Port-au-Prince pour chercher d'anciennes gravures de l'époque coloniale et même des portraits de Toussaint Louverture. Nous avons peut-être 10 à 12 portraits de Toussaint Louverture, mais qui ne se ressemblent pas du tout, mais pas du tout. Alors, lequel est le portrait de Toussaint? On n'a pas fini de discuter là-dessus. Alors, nous en avons 2 ici, il y en a un ici et l'autre là-bas. On peut voir la différence qu'il y a entre les deux. Il y a plusieurs de ces portraits qui sont caricaturales. Et pour les raisons très simples, la gravure pouvait fortement orienter l'opinion publique. Et que montrer un Toussaint qui se rapprochait du singe, n'est-ce pas, avait parfois énormément d'importance pour justifier l'esclavage et pour justifier tout ce qui se passait.